Bonjour, je suis Sabrina Elgers, votre enseignante en informatique. Dans cette troisième partie, on va voir les différents domaines d'application de l'intelligence artificielle. Alors, une autre des applications les plus intéressantes de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle la robotique. C'est quoi la robotique? C'est ce qui permet de construire au fait un robot. Dans la robotique, il y a beaucoup de mécanique, beaucoup d'électronique, ou ce qu'on appelle mécatronique. Ce qui veut dire, c'est établir les différentes forces de mouvement, etc. Tout ça, c'est très important. Mais ici, dans notre cours, on s'intéresse beaucoup plus à la partie de l'intelligence artificielle dans la robotique, qui est ce qu'on appelle le contrôle du robot. C'est-à-dire, une fois on a la plateforme robotique, établir quels sont les signaux de contrôle qu'on doit envoyer pour faire ce qu'on essaie de faire. Prendre un verre, nettoyer le parterre, etc. Il s'est avéré que la simulation des robots est beaucoup plus facile que leur déploiement. C'est-à-dire, quand on simule dans un environnement, au laboratoire, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le monde réel. Car une fois dans le monde réel, il n'y a pas que la planification, par exemple la planification d'un bras, comment il doit bouger. Ça, on peut le faire dans le laboratoire et on peut le faire dans le monde réel. Mais dans le monde réel, il se trouve que, possible que les capteurs, ils vont plus marcher. Possible que le bras il va glisser durant le mouvement. Donc la réalité elle est beaucoup plus dure que dans la simulation. Et donc les erreurs sont beaucoup plus coûteuses en réalité qu'en simulation. Il n'y a pas plus tard que ce matin, j'ai vu le bus autonome qui a craché. Je vais vous mettre le lien en vidéo, soit le lien de l'article ou bien de la vidéo si je retrouve la vidéo. Donc on peut faire des voitures autonomes, on peut faire de la robotique, mais arriver au monde réel, c'est extrêmement difficile. C'est encore difficile, c'est encore un domaine ouvert de l'intelligence artificielle. Donc on peut construire des véhicules autonomes, des robots qui jouent au foot. Et ça, c'est un objectif critique de l'intelligence artificielle. Et on peut automatiser plein de choses. Par exemple, la vaisselle, le lave-vaisselle, même si on ne pense pas qu'il y a un problème de contrôle dans le lave-vaisselle. Dans cette partie, c'est-à-dire dans le cours de l'intelligence artificielle, on s'intéresse plus à l'aspect contrôle et planification des robots. On va prendre un petit exemple cute, comme on dit, c'est l'exemple de la ligue Aibo, Robocop. Donc là, c'est là où il est, voilà, les petits robots sous forme de chiens qui essayent il y a un match entre deux équipes. Donc ici, donc bien sûr, on va noter deux choses très importantes. Donc là, il s'agit d'une équipe d'agents intelligents, une équipe d'intelligence artificielle, qui sont autonomes et qui doivent interagir entre eux pour réussir un certain but. Donc là, c'est un problème très difficile de contrôle. C'est un système multi-agent où on doit gérer la coordination et le contrôle multi-agent. Donc c'est pas aussi facile que de faire un seul agent. Et donc on doit aussi avoir, donc il y a trois problèmes ici. Premièrement, le contrôle d'un agent, c'est-à-dire le petit Aibo qui va courir, et puis la coordination entre les différents agents. Donc tout ça, tous ces robots, ils vont devoir marcher tout au long du petit stade, trouver la position de la balle, faire de la vision, du calibrage, tout ça c'est très difficile. La différence entre l'intelligence artificielle qui agit de manière optimale versus l'intelligence artificielle qui agit de manière, on va dire, biomimétique, comme l'être humain, ici comme un chien. Donc, mais on va voir ici dans l'exemple, c'est que il se trouve, quand un chien joue au foot, il peut faire bouger la balle d'une certaine manière, mais un aibo ne jettera pas la balle de la même façon. Il fera de la meilleure façon possible, d'une manière qu'on ne peut jamais s'y attendre, mais la plus optimale. Voilà, on peut le voir dans cet exemple, c'est un peu drôle. Donc, si on passe maintenant donc, là, on va prendre un autre exemple, c'est l'exemple du laboratoire de Peter Abel. C'est ma plie et la lessive, on va voir ici PR2. Donc il s'est avéré que la partie la plus compliquée ici, c'est de trouver le coin de la lessive. Donc le robot il fait tourner la serviette jusqu'à ce qu'il trouve le coin. Une fois le coin trouvé, il les plie aussi facilement que ça.
En réalité, ce n'est pas la façon la plus efficace de plier les serviettes. Vous avez un autre exemple, c'est l'exemple de Atlas de Boston Dynamics. Donc là, il peut faire, vraiment, je vais vous laisser le lien. Donc il peut faire exécuter des mouvements très difficiles. Il peut être stable en faisant des rotations, qui est extrêmement dur à réaliser. Il peut marcher, il peut s'agenouiller, faire des choses. Cela peut être évident vu comme ça, mais en réalité c'est extrêmement difficile. Alors, une autre application de l'intelligence artificielle est ce qu'on appelle les jeux. Les jeux, c'est-à-dire on a toujours utilisé l'IA dans les jeux. On se rend compte aujourd'hui qu'on a des capacités plus de ce qu'on avait avant. Si vous vous rappelez, en 1997, Deep Blue, qui ressemblait à un grand réfrigérateur, c'était un matériel géant. Il était spécifique à un objectif. Il a été fabriqué pour se battre dans les compétitions des jeux d'échecs. Il a battu notamment le champion du monde de l'époque, Kasparov. La séquence des mouvements a été décrite comme créative et intelligente. Pas du tout bizarre, c'était un jeu mieux que les humains. C'était surprenant. Maintenant, on peut faire ça avec un PC ou un cluster, donc il y a eu beaucoup de progrès. Donc le plus surprenant, c'est que la machine n'exécute pas du tout le même processus que les humains utilisent pour jouer aux échecs. Pourtant, le résultat est le même. On ne sait pas toujours comment les humains réfléchissent pour arriver au résultat. Pourtant, on a réussi à obtenir à ce que les machines se comportent de la même façon qu'eux. Il y a des choses, on sait d'avance que l'ordinateur est meilleur. Bien sûr, quand Kasparov a gagné contre Deep Blue en 1997, puisqu'il avait perdu au fait en 96, il avait gagné. En 97, Kasparov il avait perdu. Il avait dit I could feel it, I could smell a new kind of intelligence across the table. Je peux ressentir, je peux sentir une nouvelle forme d'intelligence de l'autre côté de la table. L'année d'après, en 1997, il avait perdu. Donc il y a eu d'énormes progrès récemment, l'exemple du jeu Go. Il y a 2 années de ça, quand on parlait du jeu Go chinois, on disait que l'humain est bien plus meilleur que l'ordinateur, que les maîtres du jeu ne joueraient jamais avec des machines, car c'est insultant. Aujourd'hui, les machines sont excellentes. Donc, je vous mets le lien de la vidéo quand Lee Sedol, qui est le champion du monde du jeu Go, quand il a joué contre AlphaGo de l'équipe Google Mind. Donc c'était en mars 2016, l'année dernière. Donc AlphaGo avait gagné un match sur 4. Mais un match sur 4, donc c'était assez surprenant. Mais il y a quelques jours, en octobre,
le mois dernier, pardon. Donc Google, il annonce la nouvelle version qui est AlphaGo 0, qui est une nouvelle version de AlphaGo. La différence avec l'ancienne version, c'est qu'AlphaGo 0, il apprend à partir des connaissances de AlphaGo. C'est-à-dire, il n'a pas les données rentrées ou bien les règles utilisées par l'humain, mais plutôt les règles utilisées par AlphaGo, la machine. Donc il apprend à partir du scratch, à partir de rien du tout. Il a donné des résultats beaucoup plus intéressants. Je vous mets les liens sur la vidéo, comme ça vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. For watching, everybody's been hanging in there. We will see you again on Tuesday.